Premier arrêt de ce numéro de ce club de la presse, la situation des déguerpis et l'engagement fort du gouvernement. Ahmed Traoré. Le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant une série de mesures dont les 5 majeures sont les suivantes. Le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon. Cinquième mesure majeure, la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. En outre, le Conseil a mis en place un organe spécial dénommé Cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logé à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements. Alors, messieurs, des mesures fortes, 5 mesures que nous allons ensemble évoquer. Professeur Dion, qu'est-ce que cela vous inspire justement, cet engagement pris par le gouvernement? Mais ça montre que le gouvernement nous a entendus. Cela était, pour ainsi dire, dans nos voeux, parce que nous avions dénoncé la méthode des déguerpissements. Et le gouvernement nous dit qu'il a entendu notre voix, parce qu'il y avait 2 axes qui avaient été pointés, l'axe de la solidarité, l'axe de l'humanité. Le communiqué du gouvernement reprend pratiquement ces mêmes mots pour dire que dans certaines situations, même quand il y a des impératifs de développement, il faut être humain, il faut être solidaire. Nous sommes dans la Côte d'Ivoire solidaire et j'ai été heureux d'entendre ce communiqué. Le tout maintenant, c'est de faire en sorte que tout ce qui a été annoncé soit effectivement exécuté et que ça soit exécuté avec transparence pour que demain, il n'y ait pas encore d'autres bruits dans la répartition de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait. L'enseignant Bakayoko, quand on a écouté donc, le porte-parole du gouvernement énoncer ces mesures à l'endroit des personnes touchées justement par ces déguerpissements, qu'est-ce que cela vous inspire? Quel est selon vous le point le plus fort, s'il y en a un? Le point le plus fort pour moi, c'est l'humanisme et la solidarité que le gouvernement a mis en avant, et même parfois au prix de se saborder lui-même. C'est-à-dire? Parce que, en fait, les indemnisations avaient déjà eu lieu. Et beaucoup de ces personnes-là avaient déjà été indemnisées, notamment à Boribana. Mais les gens, certains ont préféré rester sur place, attendant probablement que les machines viennent les trouver là. Et donc, le gouvernement était en droit de leur opposer le fait que des indemnisations avaient déjà eu lieu. Mais au regard de la clameur publique et de l'émotion que le déguerpissement, qui avait l'allure d'une certaine brutalité, a dû susciter, le gouvernement a dû mettre la main à la poche. Est-ce que ce n'est pas aussi sa responsabilité? C'est sa responsabilité, mais sa responsabilité première était de demander à ces populations de partir. Et pour ce qui concerne le cas Boribana, moi j'ai particulièrement suivi ce dossier, oui, qui était piloté aussi bien par le gouvernement que la Banque africaine de développement, qui était l'un des bailleurs de fonds majeurs de ce projet. Et cette institution avait fait de l'indemnisation
une question sine qua non au décaissement des ressources qui allaient être mises à la disposition du gouvernement. Donc, la question était aussi bien suivie par l'État central que par cette institution de financement. Oui, mais aujourd'hui, il y a une situation, il y a ce déguerpissement, il y a des allocations qui émanent du gouvernement, une cellule qui a été mise sur pied. Je voudrais vous entendre, Sylvain Guédé-Débailly, sur ce sujet. Quel est votre regard, votre avis? Parce que vous avez forcément, vous, en tant que journaliste, commenté cette situation. Aujourd'hui, avec ces mesures qui ont été prises par ces 5 mesures et cette cellule qui est installée à la primature pour le suivi, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça vous rassure? Oui. Analysons d'abord les faits, ce qui s'est passé. Je pense que, de façon objective, en tant qu'Ivoirien, la ville d'Abidjan, vous voyez, quand vous vous déplacez, il y a des habitats, un certain nombre d'habitats qui ne méritent plus d'être à Abidjan. Donc, à un moment donné, il fallait agir. Il fallait agir, et puis, pour que, maintenant, la sérénité étant revenue, on n'est plus en crise, pour que toutes ces questions qui n'avaient pas été traitées par le passé puissent trouver une solution. C'est à cela que moi, je croyais. Et puis, bon, arrive cette opération qui crée la détresse. Notamment à Gesco, voilà, notamment des habitats qui sont détruits. Et je pense que face à la détresse, il a parlé tout à l'heure de clameur publique, il fallait que le gouvernement agisse. Alors, le gouvernement a pris 5 mesures. Oui. Faut-il applaudir le gouvernement ou bien faut-il l'acclamer? Je ne saurais répondre à cette question, mais je constate que l'action du gouvernement est une déconstruction de son discours et du discours de tous ceux qui soutenaient le gouvernement dans ses actions. Mais est-ce qu'il fallait aujourd'hui ne rien faire et regarder les choses évoluer? Non, il fallait nécessairement une action. Mais est-ce que les mesures qui sont prises, est-ce que ce sont les bonnes solutions? Moi, je note que le gouvernement veut octroyer une aide à la reconstruction de 1 million. J'attends de voir cet habitat de 1 million ici à Abidjan, dans le contexte actuel. J'attends de voir sur 115 mètres carrés, quelle est la famille qui peut vivre là. Je pense que ce qui vient d'être annoncé comme mesure, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on ne peut pas combattre la ghettoisation d'Abidjan et l'encourager de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, un habitat de 1 million, c'est une précarisation encore qui ne dit pas son nom. Or, c'est justement cette précarisation-là contre elle qu'il faut lutter. En Côte d'Ivoire, ici, je crois que, on a souvent entendu que la signature du gouvernement aujourd'hui, elle est crédible. Donc, le gouvernement peut s'endetter, celle que moi j'appelle la bonne dette, pour reloger ces familles-là. Pour reloger ces familles-là, c'est nécessaire. Sinon, ce qui est annoncé là, je pense que c'est vraiment cosmétique. C'est cosmétique pour vous. Alors, docteur Ngoran, votre voisin dit que c'est cosmétique. Quel est votre avis justement sur ces mesures qui ont été prises? Je pense que ces mesures sont c'est une tentative du gouvernement de rectifier le tir quant à la méthode. Parce que quand on écoute les uns les autres, il n'y a pas véritablement de contradiction sur la pertinence de régler le problème d'insalubrité, de précarité, cette image pas assez suffisamment valorisante de notre capitale que renvoyaient ces quartiers. Mais il fallait faire la différence entre détruire des maisons et détruire des vies tout court. Et avec la méthode qui avait été utilisée, au-delà des maisons qui ont été détruites, ce sont des vies qui ont été détruites. Parce que moi, je peux vous donner l'assurance, j'ai échangé avec quelques personnes qui résidaient à Boribana. Aujourd'hui, ces personnes-là se retrouvent à dormir sur des tables à Djamé. Moi, j'ai une question. Un père de famille qui a 2 épouses, plusieurs enfants, qui sont disséminés dans des magasins à Djamé. Donc, au-delà de leur logement qui a été détruit, ce sont des vies qui ont été détruites. Donc, le gouvernement aujourd'hui essaie de rectifier les tirs en ne donnant pas des moyens de dédommagement parce que ce qui a été consenti n'est pas à la hauteur véritablement des préjudices subis. Et le porte-parole du gouvernement a été clair là-dessus, il a dit qu'il s'agissait plutôt de donner des moyens d'accompagnement. Alors, une chose est de le dire publiquement et pas derrière entendre des discours qui voudraient que les habitants de Boribana auraient été dédommagés. À Boribana, il y a 2 secteurs.
il y a une partie de Boribana qui était dans l'emprise du troisième pont, et donc les populations concernées ont été dédommagées. Oui. Mais au-delà de cela, il y avait une partie de Boribana qui n'était pas dans l'emprise du pont en construction, et dont les habitants n'ont pas été dédommagés. Alors, donc, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame en mélangeant, parce que Boribana, c'est bien grand. J'ai une question à poser à tous les quatre sur la question justement du dédommagement, parce qu'il n'y a pas que Boribana, il y a UGESCO, Boribana, et il y a quelques jours à Anoumambo. À Anoumambo, le cas précis, il y a 2 ministres qui se sont rendus sur le terrain pour rencontrer la chefferie, rencontrer les populations et expliquer, avec le maire évidemment, expliquer pourquoi il fallait casser. Et cela a commencé évidemment samedi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les populations ne savent pas, certaines populations n'étaient pas informées, indépendamment du fait que c'est difficile, et je pense que nous sommes tous des humains, est-ce que les populations ne sont pas informées de ce schéma qui est un schéma que toutes les capitales, dans tous les pays, cela se fait. La Côte d'Ivoire n'est pas un cas extraordinaire. Alors c'est peut-être dans la manière, mais est-ce que les populations ne sont pas au fait depuis des années que cela devait arriver? Professeur. Mais ce que vous décrivez là, c'est l'impression que ça nous donne. Parce que si nous étions tous... C'est une question que je pose. Hein. Si nous étions tous informés au même niveau, il n'y aurait pas de problème. C'est parce que nous n'étions pas suffisamment informés que nous avons l'air aujourd'hui d'être surpris par ce qui se passe. Ça, c'est un. Professeur, je vais vous donner un cas précis puisqu'on parle de faits. En 2019, par exemple, je vais le citer, l'ancien préfet Toby, en 2019, il a été sur le terrain, il a informé, il a écrit. Donc, je veux dire, ce sont des faits. C'est quand même une autorité. Donc, et il y a eu d'autres personnes qu'on pourrait citer, donc nos contemporains. Donc, je reformule. Est-ce que les personnes, aujourd'hui, on est surpris? Est-ce que cette information n'avait pas été, peut-être pas suffisamment, mais n'avait pas été partagée et ceux qui sont malheureusement dans cette situation n'étaient pas informés de ce qui allait arriver? Ce que je suis en train de dire, et pour répondre à votre question, c'est que l'administration fait son travail. Nous sommes d'accord. Mais il y a des gens qui seront impactés. Il y a toute une population qui va réagir. Est-ce qu'on est sûr qu'on a donné l'information comme il faut à cette population? C'est un projet. Et tout ce qu'il y a de plus banal dans un projet, c'est les objectifs du projet, c'est les indicateurs de réussite, c'est le planning, et puis c'est l'accompagnement, le plan de communication, en tenant compte de l'impact. L'impact, il peut être financier, l'impact, il peut être politique, l'impact, il peut être psychologique. Aujourd'hui, l'impact est éminemment psychologique parce que, regardez toutes nos réactions. On a eu le sentiment qu'on a manqué d'humanité. On donne le sentiment qu'il y a des gens qui sont sur le bord de la route alors qu'on peut les prendre en charge. C'est pour ça que nous sommes contents déjà de la réaction du gouvernement. Mais comme les autres l'ont dit, faire en sorte qu'on ne dissémine pas la misère dans tout Abidjan. Par exemple, ça peut poser un problème de sécurité. Vous voyez, les enclaves de ce genre, ce qui se passe, c'est que c'est un ghetto, on a sorti le mot. Mais avant de passer la parole, vous voyez, il y a un grand architecte du nom de Hiram, qui, pour la légende, demandait une fois au roi Salomon, quand il devait refaire Jérusalem, il y a une enclave à Jérusalem. Il faut qu'on détruise l'enclave. Ce que Salomon lui répond, c'est que si tu détruis maintenant l'enclave, tu vas disséminer l'insécurité et la misère dans tout Jérusalem. Trouvons donc une solution pour voir comment on les délocalise tous, on les reloge, de telle sorte qu'ils ne soient pas un danger pour la cité. Donc je crois que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est déjà un premier pas, mais il faut que ce soit davantage construit et je suis heureux que la chose se soit déplacée au niveau de la primature parce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé, en tout cas moi ça m'a échappé, que le Premier ministre était Premier ministre, ministre des Sports et ministre du cadre de vie. Alors, je voulais entendre Bakayoko juste sur un sujet, justement le même sujet. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a un engagement, il y a un début. Avant de passer au second thème, rapidement, est-ce que vous êtes confiant quant à la suite et surtout au respect des différents engagements et le respect également des personnes qui sont parties, qui seront pas dédommagées, mais qui seront accompagnées quant au fait que ce qu'on va leur donner sera utilisé à bon escient, même si on peut penser qu'il faille encore davantage. Mais je pense que cet accompagnement n'est pas terminé. Qu'est-ce que, justement, vous pouvez dire là-dessus, en tant qu'économiste? Je peux dire que la méthode peut être critiquable, mais j'ai particulièrement suivi ce dossier parce qu'il y avait beaucoup de gens, de personnes impactées.
il y a des personnes qui ont été impactées qui n'ont pas accepté leur indemnisation. J'en ai vu par exemple qui ont dit qu'eux, ils souhaiteraient que le mètre carré leur revienne près de 100 000 francs le mètre carré. Or, ce n'était pas le barème que le gouvernement avait fixé. Et le gouvernement leur a indiqué que s'ils n'arrivent pas à trouver un accord, alors le problème serait transféré devant les juridictions pour qu'une décision soit rendue. Quoi qu'il en soit, le projet devait être réalisé. Donc, il y a des groupes qui ont accepté les indemnisations et il y en a d'autres pour des motifs qui leur sont propres, dont ceux que je viens d'indiquer, n'ont pas voulu. Il y en a même qui ont dit que c'est un site stratégique qui leur permet de ne pas payer de transport pour aller à Djamé, au plateau ou à Yopougon et même à Atekoubé où ils sont, et que aller se reloger au niveau de Songon ou de Anyama devenait préjudiciel pour ces personnes-là. Et donc, pour ces raisons-là, elles ne voudraient pas quitter les lieux. Et il y en a même qui sont allés même jusqu'à remettre en cause la nécessité d'un tel projet. Donc, vous voyez, les personnes sont disparates, les enjeux étaient divers. Oui. Et donc, il était quand même devenu difficile de trouver un consensus minimum pour pouvoir le faire. Et je crains que pour l'avenir, cette, pas mauvaise foi, mais je vais dire cette foi, soit partagée par tout le monde. Vous voyez, actuellement, il y a 136 sites qui, en principe, doivent être démolis. Et moi, la fois dernière, j'ai eu la curiosité d'aller à Anyama. Il y a une zone qui était indiquée, mais vous avez vu que les gens d'Anyama, j'ai vu quelqu'un dire, mais depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais entendu que quelqu'un est décédé dans une inondation. Donc, eux ne voient pas la nécessité de venir le faire, alors que le site est déjà identifié et que des mises en demeure sont données. Donc, je pense que toutes les parties doivent faire preuve de bonne foi pour qu'il y ait un consensus minimum sur le projet. Le consensus sera, nous l'espérons trouver, mais nous n'oublions pas quand même qu'il y a eu, depuis 2005, dans ces zones à risque, il y a eu des glissements de terrain, il y a eu près de 340 personnes qui ont perdu la vie parce que lors d'inondations, on va dire cela ainsi, et c'est aussi la responsabilité du gouvernement de prendre ces décisions. Nous allons, messieurs, passer à la politique présidentielle 2025. Laurent Gbagbo dans la course et nous retrouvons Ahmed Traoré qui nous en dit plus. Laurent Gbagbo a accepté le samedi 9 mars 2024 d'être le candidat du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, pour l'élection présidentielle prévue en 2025. L'ex-président ivoirien pour l'heure inéligible suite à une condamnation judiciaire va tenter avec sa formation politique d'obtenir la réinscription de son nom sur les listes électorales. Pour rappel, Laurent Gbagbo a été acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2011. Il a été condamné en 2018 à 20 ans de prison pour le braquage de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en 2011. Laurent Gbagbo a été par la suite gracié en 2022 par le président Alassane Ouattara, mais pas amnistié. Si la grâce présidentielle permet aux condamnés de ne pas purger sa peine, elle ne l'annule pas pour autant. Une personne condamnée ne peut donc se porter candidat à une quelconque élection. Pourtant, le PPACI prévoit un congrès extraordinaire pour la désignation de Laurent Gbagbo comme candidat. Quelle sera donc l'issue de cette démarche du PPACI ? Ahmed Traoré, merci pour cette question. Donc, Laurent Gbagbo, politique 2025, présidentielle 2025. Laurent Gbagbo est-il dans la course? C'est une question que je pose à Dr Ngora Bangali. Alors, je pense que le PPACI est surtout dans une posture de lutte. Et en cela, le PPACI est fidèle à son histoire. L'ancien FPI, dans l'opposition, comme quand il était au pouvoir, a toujours gardé cette posture de lutte dans l'opposition face au régime du parti unique. Et une fois au pouvoir, face à ce qu'ils ont appelé le complot international contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Donc, c'est je dirais une constante historique d'être toujours dans cette posture de lutte. Donc, dans ce sens-là, on comprend que la candidature du président Laurent Gbagbo sera l'occasion certainement de mener une lutte allant dans le sens du rétablissement de son nom sur la liste électorale, étant donné que pour eux, disons que ce retrait-là est un contentieux, sinon une affaire politique, plus politique que juridique. Alors, une fois qu'on dit cela, je crois qu'il y a quand même une analyse critique à faire sur le timing de l'annonce de sa candidature.
Jusque-là, je pense que la tendance générale, que ce soit au niveau du RHDP, du PPACI comme du PDCI, c'est d'aller vers un renouvellement du personnel politique. Et c'est vrai que le sort a imposé un peu au PDCI. Au niveau du RHDP, c'est encore un silence radio. Mais au nom de ce qu'on est dans le cadre de rapprochement avec le PDCI, dans une obligation d'avoir une stratégie commune, on aurait pu comprendre que le PPACI fasse aussi le choix de renouveler son personnel politique en mettant en avant une autre personnalité autre que le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, le fait non seulement de choisir, Laurent Gbagbo, parce que quand on l'a écouté lui-même, on a l'impression que cela lui a été imposé, parce qu'il a dit qu'à plusieurs reprises, ses camarades lui ont posé la question et que la réponse qu'il a donnée les a découragés. Ça veut dire que la réponse n'est pas positive. Donc, il donne l'impression de quelqu'un qui est pris en otage aujourd'hui par son parti politique. Mais le fait d'annoncer aujourd'hui la décision à ce moment-là, pendant que le président en exercice ne s'est pas encore prononcé quant à sa candidature ou non pour 2025, ça donne l'impression finalement qu'on fournit un moyen de justifier éventuellement la décision du président en exercice de l'empirer, parce que c'est d'abord, en politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est d'abord une lutte de gens d'une même génération. Et à partir du moment où Laurent Gbagbo se remet en liste, ça peut être utilisé comme prétexte par le parti au pouvoir pour pousser le président Alassane Ouattara à se représenter. C'est votre point de vue. Mais pour l'instant, c'est une question que nous posons, que vous posez, que je vous pose, parce qu'il y a quand même des étapes à franchir. Pour l'heure, Laurent Gbagbo reste inéligible. Alors, vraiment, Sylvain Guédé-Debaillé, quelle est votre lecture au regard de cette annonce, parce qu'être candidat, mais pour l'instant, il est inéligible, je l'ai dit, et pour aller être candidat, il y a encore d'autres étapes à franchir en ce qui concerne le processus électoral. Pourquoi cette annonce aujourd'hui? Tout à fait. Vous avez dit Laurent Gbagbo reste inéligible. Oui. Alors, en acceptant sa candidature pour 2025, il se jette bien entendu là, dans une course d'obstacles. Et il le sait bien. Il sait bien que son nom n'est pas sur la liste électorale. Il sait bien qu'il bénéficie d'une mesure de grâce et non d'amnistie. Mais son parti le sollicite et il répond à l'appel de son parti. Docteur Ngora a parlé de timing. Vous voyez, vous suivez un peu sa démarche. Expliquez-nous sa démarche. Voilà, Laurent Gbagbo qui sort de prison, mais tout ce que nous remarquons, bien nous constatons aujourd'hui, depuis qu'il est revenu sur la scène politique, on a l'impression, sinon on fait le constat qu'il gagne toujours ses combats. Laurent Gbagbo qui revient de l'AE, il lui était impossible de créer un parti politique, il a créé un parti politique. Il a demandé au chef de l'État, Alassane Ouattara, que lui, il était le capitaine des militaires qui étaient en prison, donc ceux-là doivent être libérés. On a trouvé que... Revenons sur le PPACI. C'était pas logique, mais les militants ont été libérés. Sur l'annonce, la proposition qui a été faite par le PPACI de proposer donc son président Laurent Gbagbo comme candidat. Comme candidat. Vraiment ce fait, pourquoi justement, au regard de la situation, et on connaît sa situation juridique, pourquoi justement faire cette annonce et cette proposition? Mais Ngora l'a dit, ils se mettent dans une posture de combat. Le PPACI, dont l'ancêtre est le FPI, a toujours été un parti de combat. Et donc, c'est une question pour eux qui n'est pas insurmontable. D'accord. C'est une question qui n'est pas insurmontable. La question de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, pour eux, n'est pas insurmontable. Mais il leur faut d'abord un champion. Et ce champion-là, ils n'ont pas cherché ailleurs, ils n'ont pas passé des heures et des heures à réfléchir. C'est bien Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Des gens comme Laurent Gbagbo, des gens comme Alassane Ouattara, on se demande très bien quand partent-ils du pouvoir? Ou alors, à quel moment ils abandonnent la politique? À quel moment ils abandonnent la politique? Je voudrais entendre et le professeur est là, je pense qu'il va nous aider à répondre. Lansine Bakayoko, alors, quand vont-ils abandonner le pouvoir ou la politique? Ça c'est une question qui leur revient, mais pour l'instant, je voudrais vous entendre sur cette démarche du PPACI qui propose Laurent Gbagbo comme candidat, sachant dans quelles conditions juridiques il se trouve aujourd'hui. L'essentiel a été dit. Avaient-ils le choix? Les militants du PPACI avaient-ils le choix? Pouvaient-ils proposer quelqu'un d'autre? Du point de vue pratique, du point de vue pragmatique, dans le contexte actuel, d'un parti qui, on va dire, qui se reconstitue. Quand on dit qu'on a créé un nouveau parti, moi je ne crois pas tellement à ça. C'est des tentatives de
de partir de quelque chose pour tenter de reconstituer quelque chose. Vont-ils réussir? Je ne sais pas. Donc c'est un parti qui naît déjà vieux de son passé. Mais Laurent Gbagbo, ça a été dit, c'est un combattant. Il ne vit que par le combat et pour le combat. Je vois trois choses. Premièrement, la réaffirmation de son leadership incontestable sur son parti. Il l'a créé. Deuxième chose, c'est une garantie d'unité et de rassemblement. Toutes les voix se taisent. Quand c'est Laurent Gbagbo, on est tous d'accord derrière lui. Troisième chose, et non des moindres, c'est sa réhabilitation. Laurent Gbagbo n'acceptera jamais de sortir de la politique tant qu'on ne lui aura pas restitué tous ses droits civils et politiques. Et si cela ne se fait pas, il est dans ce question, si cela ne se fait pas, parce que ce n'est pas un coup de baguette magique, si cela ne se fait pas justement, qu'est-ce qui va advenir, Bakayoko? Qu'est-ce qui pourrait? Parce qu'on ne sait pas. D'abord, je voudrais dire que la candidature de Laurent Gbagbo, je pense qu'il en a le droit. Il a le droit comme tous les Ivoiriens ont le droit. Je fais bien la nuance entre se porter candidat et être candidat. Ça veut dire que la recevabilité de la candidature revient au Conseil constitutionnel. Donc, moi, je ne me prononcerai pas sur cet aspect. Mais je pense déjà que c'est déjà une posture stratégique. N'oubliez pas que le PPACI a eu une déconvenue après les élections locales qui viennent de se dérouler. Et le PPACI a tenté de faire une tournée aussi bien au nord et dans certaines zones. Et le PPACI s'est rendu compte qu'il n'y a plus la vivacité militante. Il y a une alliance avec, oui, avec le PDCI, n'est-ce pas? Il n'a plus, non, le PPACI en tant qu'organisation politique n'a plus cette vivacité, n'a plus cette capacité mobilisatrice au niveau de l'espace politique. Et donc... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais parce que beaucoup de militants se sont ramollis à l'idée que Laurent Gbagbo n'est plus tellement dans le jeu politique, il n'est probablement plus candidat, et donc les gens se sont ramollis. Donc pour moi, Laurent Gbagbo, en se proclamant candidat de façon... C'est pas lui qui s'est proclamé. Non. Laurent Gbagbo, en ayant été désigné et qu'il a accepté d'être candidat, c'est une manière de donner plus de tonus à ses militants pour leur dire « Je suis encore là, remobilisez-vous, nous avons encore la capacité de venir au pouvoir. » Mais je pense que c'est une déclaration qui est prématurée, qui est précoce. Et nous sommes à un an des élections. Non, il est précoce parce que Laurent Gbagbo a déjà des petits candidats qui n'ont pas encore qui ne sont pas très bien connus, peuvent le faire en ce moment-là, dans ce timing-là, le temps de se faire connaître. Mais Laurent Gbagbo a une telle notoriété qu'il aurait pu attendre au dernier moment. En définitive, je conclus que c'est le meilleur cadeau qu'il a fait au président Alassane Ouattara, qui, quoique juridiquement, est dans la capacité de remplir, mais aujourd'hui, il y avait une petite crise de légitimité à se porter, vu que Laurent Gbagbo, dans l'hypothèse qu'il ne se présenta pas, et que la Providence est décidée autrement pour le président Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara aurait été seul dans l'arène et au regard des combattants qui allaient être autour de lui, il allait avoir une petite crise de légitimité. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo la meilleure des perches, et je ne serais pas surpris qu'Alassane Ouattara saisisse la balle au bon et brandisse sa candidature dans les prochains mois. Pour l'instant, le RHDP ne s'est pas prononcé sur une quelconque candidature. Donc, pour l'instant, on a juste entendu la voix du PPACI. Mais on attend souvent aussi. On n'a pas officiellement... Il y a déjà une pétition qui vient d'être lancée il y a moins d'une semaine pour mobiliser 4 millions de candidatures. Le président Ouattara ne s'est pas prononcé. À l'effet, mais bien sûr, on sait comment ça commence et on connaît déjà la fin du film. Attendons la fin du film. Ce sont des remakes. Donc je pense que cela a été plus clairement expliqué par Bakayoko. Je crois qu'aujourd'hui, l'équation en Côte d'Ivoire, c'est surtout le transfert à une nouvelle génération de politiques, après avoir, en tout cas pour cette génération, occupé l'espace politique pendant 30 ans. Et je pense que c'était vraiment le moment de saisir la perche que nous a imposé le sort de la sortie du président Bédié et aussi l'exclusion de la liste électorale du président Laurent Gbagbo. C'était l'opportunité pour cette génération de passer la main. Et aujourd'hui, telles que les choses, selon la tournure aujourd'hui que prend le jeu politique, il est clair que c'est une sorte de beau prétexte ou en tout cas d'invitation au président en exercice. Parce que si on veut analyser du point de vue de la juridiction de la Constitution,
en ayant été autorisé à se présenter au mandat qui est en cours, on suppose que le Conseil constitutionnel s'est rallié à son interprétation de la Constitution qui disait qu'il en était au premier mandat de la Troisième République, de sorte qu'il est en droit de se présenter pour le deuxième mandat de la Troisième République. Alors, l'argument qui aurait pu lui être opposé, c'est vraiment l'argument éthique de dire que vous étiez trois à compétir, deux sont hors jeu, il n'était pas acceptable que le président Alassane Ouattara remplisse et qu'il se retrouve face à une génération qui est la génération de ses fils. Donc aujourd'hui, en se remettant en selle Laurent Gbagbo, cela a été dit pour ne pas insister longtemps là-dessus, Laurent Gbagbo lui offre effectivement la pêche pour lui de revenir dans le jeu. Et dans ces conditions, il sera difficile après d'avoir des arguments pour... Je vais entendre. Voilà. Je voudrais juste ajouter. Vous Allez. savez, le président Alassane Ouattara a dit, après son élection en 2020, il a dit, si j'ai été candidat, c'est aussi parce que si je n'étais pas candidat, c'est le président Henri Konan Bédié qui aurait pris le pouvoir et il aurait détruit tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, le même argument peut être transposé du côté de Laurent Gbagbo et le président Alassane peut dire tout ce que j'ai construit, si je ne me présente pas, Laurent Gbagbo, qui a déjà détruit ce que j'ai déjà détruit, reviendra détruit et donc pour cette raison, je me porte candidat. Je vois Sylvain sourire. Nous n'avons pas de boule de cristal, mais je vous écoute rapidement. Oui, allez-y. Les hommes comme les Ouattara ou les Gbagbo, quand ils partent. Pardon? Quand partent-ils du pouvoir? C'est la question que vous me posez. À la vérité, ce qui est derrière chaque candidature, en fait, c'est cela. La réalisation d'un projet. Pour Laurent Gbagbo, le professeur disait tout à l'heure que c'est une question de réhabilitation. Et pour Alassane Ouattara, ce sera sûrement une question de confirmation. Voyez-vous, Alassane Ouattara, posez-lui la question de savoir quand il part. Il vous dira qu'il n'a pas encore fini de bâtir. Vous êtes journaliste, il faut la lui poser. Il n'a pas encore fini de bâtir. Vous la lui poserez à l'occasion. Bien entendu. Donc, s'il n'est pas là, il n'y a que lui comme meilleur protecteur de ces investissements. Pour Laurent Gbagbo, il y a peut-être une ambition qui n'a pas été réalisée. Mais il a dirigé la Côte d'Ivoire. Il faut revenir pour se réhabiliter, en tout cas pour reprendre son programme là où il avait laissé. Donc il y a des ambitions derrière cela. Maintenant, il le disait tout à l'heure, c'est une perche qui est tendue parce que derrière cette candidature, derrière la quatrième candidature, je ne dirais pas quatrième mandat d'Alassane Ouattara, il y aura sûrement une question morale. Comment pourrait-il éliminer un adversaire de taille et puis aller seul à une élection pour se plébisciter? Ce débat... Son image va en pâtir et je pense que c'est un élément fondamental sur lequel on attend bien sûr la candidature de Laurent Gbagbo. Réhabilitation pour certains, confirmation pour d'autres, c'est un sujet qui sera débattu de toutes les manières. Nous sommes en 2024, nous sommes en mars 2024. Nous attendons donc les joutes 2025 et d'ici là, je pense que beaucoup de choses peuvent se passer. Nous allons partir, messieurs, pour le Sénégal où la campagne bat son plein. Libération des opposants. Alors, quelle pourrait être la suite? Nous retrouvons Ahmed Traoré. L'annonce est tombée dans la soirée de ce jeudi 14 mars 2024. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko et son second Bassirou Diomaye Faye sont sortis de prison. Cette libération, 10 jours avant l'élection présidentielle, a provoqué une liesse populaire dans la capitale sénégalaise. Acteur principal d'un bras de fer avec le pouvoir, Ousmane Sonko a été disqualifié de la présidentielle par le Conseil constitutionnel en janvier 2024. Son camp, avec son accord, a désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat à sa place. Condamné pour diffamation et corruption de la jeunesse, avant d'être emprisonné en juillet 2023 pour appel à l'insurrection, Ousmane Sonko a été exclu des listes électorales et déclaré inéligible. À quoi devrons-nous nous attendre avec ces libérations? Merci à Ahmed Traoré pour cette autre question. Mais si on a vu une liesse populaire lorsque Sonko et son second Bassirou Diomaye Faye ont été libérés, est-ce que vous êtes surpris, professeur Dion? Surpris? Par la liesse? Ah non, pas par la liesse, parce que c'est... Et la libération? Quand un leader sort de prison, Sonko est très populaire dans son pays. L'amnistie, c'est cela, a permis de libérer des prisonniers dans un contexte électoral, donc c'était important. C'était tendu, que Sonko sorte. Maintenant, deux choses pour moi. Oui. La première, c'est les craintes. J'ai des craintes liées à la transparence du processus et à l'acceptation du résultat par les uns et par les autres. Voilà. On a créé tellement de tensions artificielles autour de ce moment électoral-là que les gens sont crispés. Et donc, j'ai bien peur, mais j'espère que les Sénégalais pourront se surpasser comme ils ont l'habitude et la force de le faire pour accepter
les résultats des urnes et pour accepter que le nouveau président s'installe. Deuxième chose, la libération de Sonko, justement. À ce moment précis. Oui, à ce moment précis, parce que je suis très suspicieux. Hein. C'est peut-être lié à ma formation de philosophe, mais je prends les décisions politiques toujours suspicieusement. Et je vais vous dire pourquoi. Sonko a un candidat. Oui. BDF, comme on l'appelle. Sonko sort au moment où on va à des élections. Ce que ça me donne comme impression, c'est que Macky Sall sème la zizanie. Quand je dis sème la zizanie, c'est-à-dire qu'il crée une sorte de bicéphalité. Oui, j'ai vu un peu leur interview là. Vous avez quelqu'un qui peut être président du Sénégal, BDF, dans une semaine. Vous avez Sonko qui est le patron du parti. Celui qui va devenir président certainement, je le lui souhaite, est le numéro 2 du parti. Vous créez deux têtes. On parle des hommes, on parle de leurs ambitions. Même s'ils ont appelé leur à faire le projet, voilà quelqu'un qui sera président par défaut. La presse a commencé à dire par défaut ou par substitution. Et donc, ça veut dire que voilà un autre qui ne sera pas président officiellement, mais qui sera le vrai président parce que c'est lui qui tient l'appareil, qui tient la machine. Comment cela va se gérer? C'est ça ma petite inquiétude de philosophe politique. L'inquiétude du philosophe Sylvain Guédé-Debaye, est-ce que vous la partagez? Parce qu'on parle d'élections, donc on parle des urnes, et c'est le résultat des urnes qui fait de Sonko ou de Bassirou Diomaye Faye un président, et non ce qui a été entendu entre eux. Est-ce que vous êtes aussi inquiet? Oui, je partage ce qu'a dit le professeur. Ça nous ramène au scénario russe entre Medvedev et Poutine en son temps. Mais ils s'étaient entendus tous les deux, c'était clarifié, hein, tous les deux. Chacun savait quelle était la position. C'est la question du leadership. Voilà. Qui traîne ce leadership-là? Qui l'entraîne? Parce que ce qui est en train de se passer au Sénégal, il a si bien dit, il y a Sonko, qui est très populaire, mais qui n'est pas retenu pour être le candidat de son mouvement. Et donc, depuis sa cellule de prison, il accepte. Sinon, lui-même, il propose la candidature de son numéro 2. Donc, et quand il sort, quand il est dans cette liesse populaire, il déclare que si le scrutin est transparent, c'est au moins 60% des suffrages qu'il va remporter. Vous comprenez? Donc, ici, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas tellement le résultat. Peut-être que, bon, il peut avoir des failles, mais il est déjà assuré de sa victoire. Mais comment le pouvoir va être géré après? Parce que quand on a un camp où le leadership n'est pas forcément du côté de celui qui détient le pouvoir, est-ce qu'on ne va pas assister à un autre scénario interne entre Sonko et Faye? Docteur Ngoran Bangali, justement, alors comment vous regardez, vous voyez cela, hein, vous êtes chercheur, je pense que un duo. Dans le principe, Ousmane Sonko lui-même, disons, a encouragé ce scénario, cette stratégie de rechange, parce que Diomaye Faye et lui ont eu un parcours pratiquement jumelé. Ils sont deux agents des impôts qui ont fondé ensemble le syndicat des agents des impôts. Ils ont coécrit les thèses du parti politique et il est pas un de ses adjoints, mais son lieutenant, qu'il a mis comme secrétaire général de l'ex-PASTEF. Aujourd'hui, disons que pour Sonko, parce que quand on l'a écouté, hein, il y a aujourd'hui au sein de l'opposition deux tendances. Il y a ceux qui militent pour qu'on introduise un recours pour rejeter la date des élections afin de permettre à ceux qui avaient été exclus par le passé, comme Karim Ouad ou Ousmane Sonko, de faire acte de candidature. Mais cette proposition a été réduite en minorité parce que Sonko, justement, lui, il est pour le maintien des élections à la date fixée du 24 mars, et c'est qu'il exclut de facto. Je crois que... et il a accepté. Oui, il a accepté cette date-là. Ça suppose qu'il accepte de jouer les seconds rôles en faisant jouer les premiers rôles à celui qui était son lieutenant hier. Je pense qu'on est dans un cas de figure dans le contexte africain qui se termine toujours mal. Je pense qu'il ne faut pas faire il ne faut pas se voiler la face. Si Diomaye Faye perd les élections et qu'il retourne dans l'opposition tous les deux,
Sonko reprend la casquette, Diomaye Faye se remet à sa place. Mais dans le cas où il y a une victoire, parce que c'est une possibilité, même si Diomaye Faye n'a pas le charisme, on l'a écouté de Sonko, dans ce cas de figure-là, automatiquement on se retrouve dans une situation où on ne sait pas quelle sera la nature des relations entre le président de la République et le président du parti au pouvoir, parce que de facto, Sonko devient le président du parti au pouvoir et l'autre le président de la République qui, dans le contexte en tout cas de ses prérogatives régaliennes, est forcément une personnalité plus éminente et qui a tous les leviers du pouvoir. Et je crois qu'il va chercher à récupérer l'appareil du parti. Et entre les mains de Sonko. Donc forcément, il y aura des frictions. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Et il joue à un jeu, Sonko joue à un jeu dangereux. Et on observe, on voit, on verra. L'avenir nous dira ce qu'il en sera. Alors, l'enseignant, je voudrais justement vous entendre sur la même question. On a vécu ce cas plus ou moins similaire avec la Gambie. Omar Barrow, c'était entre guillemets, encore une fois, avec beaucoup de respect, un candidat de substitution parce que le candidat du parti était en prison et il s'est retrouvé au pouvoir et il n'a pas voulu en partir. Et il a été d'ailleurs réélu. Alors, entre Sonko et justement Faye, vous pensez qu'il peut y avoir de l'huile dans le gaz si Bassirou Faye est élu? Et en n'oubliant pas que l'ex-PASTEF est un parti normalement dissous. Alors, comment les choses pourraient se passer justement? Manifestement, il y aura forcément problème. Parce que vous avez vu même que la sortie de prison de Ousmane Sonko est considérée par certains comme le fruit d'un arrangement avec le président Macky Sall. Et même si Diomaye Faye était élu, il serait un président factice. Il serait un président factice. Et même quand vous le voyez dans la campagne, vous voyez bien que la locomotive est tirée par Ousmane Sonko et Diomaye Faye est dans l'ombre de Ousmane Sonko. Mais quand on regarde l'histoire politique de tous les pays, et principalement des pays africains, je ne vois pas comment, si Diomaye Faye, malgré la mollesse politique qu'on voit, s'il vous plaît, qu'on voit, pourrait céder le pouvoir à Ousmane Sonko ou bien pourrait laisser Ousmane Sonko gouverner. Donc forcément, il va avoir une sorte de bicéphalisme, le professeur en a parlé, mais une sorte d'imbroglio politique. Parce que ce n'est pas nouveau. Vous savez, en 1982, quand le président Amadou Ahidjo cède le pouvoir au président Paul Biya, Amadou Ahidjo est président de l'UNC, qui est le parti au pouvoir, et il y a une prédominance du parti sur l'État à cette époque. Donc, Paul Biya, président de la République, Amadou Ahidjo conserve la présidence du parti. Et Paul Biya, qui était considéré comme un homme politique très docile, mais vous avez vu qu'il s'est rebiffé en 1984, prolongé en 1985, quand un coup d'État, tentative de coup d'État est survenue le 6 avril 1985, on a accusé Amadou Ahidjo d'en être le commanditaire. Il est mort en exil dans le même Sénégal. Donc, Bassirou Faye, s'il est élu, est-ce qu'il ne pourrait pas s'affranchir d'une pression d'Ousmane Sonko, le cas échéant, professeur? Non, franchement, il va s'affranchir. Il va s'affranchir. Il est le président de la République. Et comme on dit en Afrique, deux coqs ne chantent pas sur le même toit. C'est clair. Deux coqs ne chantent pas sur le même toit. On est d'accord, mais on parle évidemment de Bassirou Diomaye Faye, mais il y a d'autres candidats de l'opposition. Est-ce que Khalifa Sall, même si on ne parle pas de SEC, est-ce qu'avec Khalifa Sall et autres, cela ne pourrait pas effriter justement les voix de l'opposition pour battre le candidat du parti au pouvoir qui semble en quelque façon, qui semble quelque peu en difficulté? Sylvain Guédé Débailly. Moi, je pense que le 24 n'est pas loin. Ce sont les Ivoiriens qui le disent, tout près n'est pas loin. Donc, on verra bien, mais en tout cas, de loin, ce que nous voyons, l'élection va se jouer entre le parti du président sortant et le groupe de Ousmane Sonko. Voilà, parce que, quelque part, le pouvoir qui sort a quand même favorisé cela, parce que quand vous martyrisez, enfin, entre guillemets, votre opposant, c'est bien ce qui arrive. C'est-à-dire que vous créez une popularité autour de lui, et puis, qui peut être factice ou bien qui peut même être réelle. Donc on attend le 24, mais moi, de mon point de vue, ce que je voudrais analyser, c'est surtout la sortie de Macky Sall. Finalement, il aura joué sur deux tableaux. Ils en sortent bien? Oui, je pense qu'il est obligé de bien s'en sortir parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait.
Vous voyez ce Sénégal, la démocratie sénégalaise qui est tueuse, entre guillemets, de leaders politiques, eh bien, il doit bien s'en méfier parce que quand il perd le pouvoir, quand il n'a plus les leviers du pouvoir, quel sera son sort? Et c'est justement sur le sort là que souvent les régimes africains se durcissent. Mais il a manœuvré jusqu'au bout, mais il y avait quand même une sorte de bouclier qui était le Conseil constitutionnel, qu'il a à chaque fois remis sur les rails. Et je pense que c'est une leçon que le Sénégal nous donne. Oui. C'est une leçon de démocratie et je crois que le Sénégal demeurera une source vraiment intarissable de modèle démocratique. Ouais. Docteur, justement, est-ce que Macky Sall, quand on regarde le scrutin a lieu le 24 mars, 2 avril, c'est la fin officielle de son mandat, est-ce qu'il s'en sort bien en définitive? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire sur sa sortie. Parce que quand vous concédez, vous lâchez du lest en situation de position de faiblesse, on peut interpréter sa posture à partir du moment où il a proposé des dates qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, l'ont contraint à revoir sa copie et il s'est retrouvé dans une sorte d'impasse et c'est l'impasse qui l'a poussé à prendre ces mesures-là d'apaisement. Et donc aujourd'hui, ce qu'on craint, c'est l'effet d'entraînement. Excusez-moi, docteur. Il y en a qui se sont entêtés. Ils étaient en position dite de faiblesse, mais ils se sont entêtés. Lui, il l'a fait. De toute façon, Ousmane Sonko et le PASTEF sont une création de Macky Sall et de sa manière autoritaire de gérer la contradiction politique. Il n'était, il y a quelques années, qu'un simple inspecteur des impôts qui avait créé un syndicat et qui a dénoncé des malversations dans son service de fonctionnaire. Et il a été radié de la fonction publique et tout est parti de là. Et donc, je pense que quand vous avez construit une bête politique en le combattant, en y mettant tous les moyens, je pense qu'il fallait à un moment arriver quand même à lâcher du lest et à laisser Ousmane Sonko se construire sur la base de ses propositions, de sa vision de la gouvernance. D'autant plus que Macky Sall, à travers son plan Sénégal émergent, a réalisé des choses que je ne suis pas sûr qu'un de ses prédécesseurs avait réussi à faire. Donc il a pratiquement eu un bilan en termes de déploiement infrastructurel, en termes d'avancées économiques, qui sont des choses louables. Et il y a eu ce petit côté-là, la gestion autoritaire de la contradiction que lui a imposé Ousmane Sonko, qui a fait qu'il s'est lui-même fabriqué un adversaire et le relâche pratiquement la dernière minute au moment où on est dans la campagne électorale. Donc quand il sort, sa sortie, c'est un triomphe qui risque de créer un effet d'entraînement parce qu'aujourd'hui, pratiquement, tous ceux qui se réclament de lui sont obligés de faire profil bas parce qu'ils ont dit des choses il y a un mois, une année, qui aujourd'hui ont été pratiquement tous sur lesquels le président est revenu à travers ses décisions. Est-ce qu'il avait le choix? Donc finalement, il les laisse dans une position où ils sont obligés d'écouter plutôt l'opposition, dérouler sa stratégie et être simplement dans une posture défensive. Parce que Amadou Ba, je termine sur ça, qui se retrouve aujourd'hui face aux deux leaders de l'ES-PASTEF, ils viennent tous trois du même service initialement, du même service des impôts. Parce que Amadou Ba a été directeur, eux, ils ont été ils font sortir des dossiers liés à leur histoire commune et tout. Donc je pense que finalement, en partant de cette manière-là, il met en difficulté ceux qui sont chargés de défendre son bilan qui reste après lui. Il m'a dit, professeur Lansana Bakayoko, est-ce que vraiment aujourd'hui, à quelques jours de cette élection, le 24 mars, est-ce que Macky Sall, en réalité, en partant, parce qu'il va partir, il met en difficulté ceux qui viendront après lui, peut-être son challenger, son protégé, Amadou Ba? Il met tout le monde en difficulté, à commencer par le Sénégal. Il a créé inutilement une situation, mais qui... À la limite, la première étape, ça sera l'élection. Il faut qu'il y ait déjà un président reconnu par tous, légitime. Ensuite, comment se gère l'héritage démocratique du Sénégal? Parce que toutes les tensions qu'il a créées, ce n'est pas maintenant que ça va se régler. Il faudra des efforts, il faudra que tout le monde s'implique, société civile, leaders religieux, tout le monde pour que la sérénité revienne au Sénégal. Il a mis tout le monde en danger. Il a mis tout le monde en danger. Je vais juste écouter Bakayoko, mais très rapidement, et nous allons devoir rendre l'antenne très rapidement. Moi, j'ai entendu des propos élogieux vis-à-vis de la démocratie sénégalaise. Mais je pense qu'aujourd'hui, la démocratie sénégalaise n'a plus l'exemplarité, n'a plus les fleurs qu'elle avait.
c'est une démocratie qui est fortement abîmée. Le mérite revient pour moi à l'armée. L'armée est restée républicaine, mais elle avait des arguments, en tout cas suffisamment d'arguments pour remettre en cause le processus démocratique au Sénégal. Donc le mérite, ce n'est pas à la classe politique sénégalaise, mais plutôt à l'armée. Par ailleurs, et je termine par là, il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Amadou Ba, j'ai regardé un meeting hier qu'il a fait à Podor, dans le nord du pays. Il a mobilisé autant que Ousmane Sonko à Dakar. 24 mars, élection au Sénégal. Nous verrons justement qui l'emportera. Nous sommes donc au terme de ce numéro du Club de la Presse. Merci professeur Simplizion, Lansina Bakayoko, merci Sylvain Guédé-Débaï, merci docteur Ngoram Bangali. Et ce soir, nous adressons nos félicitations à Kolo Koulibaly, qui est désormais docteur Kolo Koulibaly. Il est docteur en sciences et techniques de l'information et de la communication. Il a soutenu avec brio hier sa thèse de doctorat. Il a obtenu, messieurs, la mention très honorable et les félicitations du jury à l'Université Alassane Ouattara, ex-Bouaké. Félicitations à Kolo Koulibaly. Vous le retrouvez de toutes les manières avec son titre de docteur dimanche prochain. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. À très bientôt. Félicitations encore, docteur Kolo Koulibaly. C'est la RT qui gagne. Bonsoir.